Aujourd'hui, on passe 20 minutes avec Patrick Pouyanné, qui est le CEO de Total Energy depuis 2014. Total Energy fêtera ses 100 ans cette année. C'est l'une des plus grandes entreprises d'énergie au monde. J'ai pu échanger avec lui sur son parcours, sur les enjeux environnementaux auxquels ils font face. Il m'a partagé ses défis en tant que CEO et il s'est aussi livré sur ce qui a été son plus grand regret dans sa carrière. Bon, on est à Station F. Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a installé ici notre incubateur dans l'électricité et le digital, parce que je viens de passer 3 heures ou 2 heures et demie avec une dizaine de startups de l'accélérateur. En fait, je viens ici tous les 6 mois. D'accord. Parce qu'on a des promotions de startups qui sont accélérées, qu'on aide avec des cas concrets. Et puis tous les 6 mois, je viens avec quelques collègues pour les écouter pendant 10 minutes, pour voir ce qu'ils ont fait. Et puis dedans, on en choisit quelques-unes. Des fois, la dernière fois, on en a racheté 3. D'accord. Donc c'est une espèce de test. Et puis ça me permet aussi, en fait, quelque part, de découvrir des nouveaux mondes. Parce qu'aussi, en visitant ici un jour Station F avec mes collègues, j'ai dit il faut qu'on soit là. Je trouve ça bien. Il y a un bel écosystème. D'ailleurs, je trouve que c'est mieux l'après-midi. En général, je viens le matin, il n'y a personne, mais l'après-midi, il y a du monde. Donc c'est pas mal. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit ? Oh là, je sais pas. Je savais rien. Vous savez, moi, je viens de province. J'avais des dons à peu près dans toutes les matières. Je m'intéressais à tout. Ah ouais ? Donc j'étais un bon élève, voilà. Bon élève provincial et qui a des dons en maths, en physique, etc. Je ne savais pas ce que je deviendrais. Après, j'ai voulu faire des maths parce que dans le système français, il fallait faire des maths. Voilà. Mais j'étais prêt à faire des tas de choses. Et vous avez fait Polytechnique ? Et après, j'ai eu la chance de rentrer à Polytechnique. Et puis à Polytechnique, sortir parmi les meilleurs. Et puis continuer. Puis après, ma carrière s'est déroulée. Voilà. Mais ça, c'est après le travail, en fait. Parce que je pense que c'est ça. Et puis dans tout ça, c'est quand même les sciences. Enfin, le point commun à tout ça, c'est quand même historiquement, oui, un certain goût pour les sciences, Je suis un ingénieur, l'innovation, l'ingénieur. J'aime bien comprendre les choses, quoi. Voilà. Vous êtes aujourd'hui ingénieur. Ouais. Comment est-ce qu'on passe d'ingénieur à CEO de la 3e plus grosse entreprise pétrolière au monde ? Ça, je veux dire, être ingénieur, c'est pas mal dans le pétrole, parce qu'il y a quand même beaucoup d'industrie, donc c'est pas mal de comprendre les choses. Parce que j'ai remarqué dans vos interviews que vous étiez justement, le côté ingénieur se ressent, vous êtes très pointu sur oui, certains j'aime bien sujets. comprendre les choses. Ça vous énerve d'ailleurs quand il y a des journalistes qui ne sont pas assez pointus, vous aimeriez peut-être vous bagarrer un petit peu plus ou rentrer plus Non, mais de façon générale, je pense qu'on est sur des sujets assez compliqués quand on parle d'énergie, c'est des sujets essentiels, et ce que j'aime pas, c'est l'amateurisme. Et il faut quand même regarder les choses, les faits. Je veux dire que la construction d'un ingénieur, c'est qu'on apprend, pour régler un problème, quelles sont les données, quelles sont les hypothèses, c'est quoi les faits. Puis à partir de là, on peut commencer à progresser, à inventer, à créer. L'ingénieur, c'est aussi quelqu'un qui innove, qui crée, qui a une forme de créativité à partir de ces choses. C'est pas simplement quelqu'un. Donc, c'est ces qualités-là, je crois, que j'essaye de conserver, de mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'il y a un esprit analytique, parce que finalement, ce qu'on apprend quand on est ingénieur, c'est un esprit analytique. Après, il faut faire la synthèse. Je pense que celui qui arrive à devenir CEO, c'est celui qui est à la fois analytique, mais qui est capable aussi, à partir de tout ce qu'on lui explique, de prendre un peu de hauteur de vue et puis de porter une vision, parce qu'en fait, finalement, à la fin, c'est porter une vision. Parce qu'on ne le décide pas d'être CEO. Non, ça, on ne le décide pas du tout. Non, ça se passe pas comme ça. Non, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Non, après, c'est une série de rencontres dans une vie professionnelle. Vous rencontrez des gens qui vont vous apprendre, parce que d'abord, au début, en fait, vous avez tendance à apprendre de vos chefs. Moi, j'explique toujours à mes enfants, c'est pas très grave ce que tu vas faire, ce qui est important, c'est avec qui tu vas travailler, parce que c'est lui qui t'apprend. Et au début, on apprend beaucoup de son patron. Vous avez eu un mentor ? Mais non, mais c'est une succession de mentors. Je crois que chaque patron, quelque part, et on observe, on transfère, chacun intègre. J'ai eu des personnes très différentes avec moi qui m'ont appris une autre partie de ce qu'on peut être efficace avec d'autres talents, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on apprend beaucoup par mimétisme, je veux dire, parce que comment on fonctionne. Donc, moi, j'ai eu, effectivement, dans la carrière, j'ai eu une grande chance, c'est d'avoir eu justement des patrons. Et après, on devient, mais c'est pas ça. Après, vous rentrez chez Total Energy, puis quelque part, votre propre fonctionnement, la culture de l'entreprise fait que des gens vont se dire, ce gars-là, il doit être capable de faire plus, et puis ça vient. Mais vous ne décidez pas. Non, vous n'êtes pas. Honnêtement, j'ai eu cette chance incroyable. C'est une chance incroyable. J'en suis très heureux, mais je ne l'aurais pas été. J'aurais été aussi heureux de faire quelque chose. Je veux dire, il ne faut pas croire que ma vie n'était pas destinée. Encore une fois, chez moi, personne faisait des maths dans ma famille. Je viens de province, ce n'est pas le sujet, quoi. Donc, Vous avez dit que l'énergie, c'était compliqué. Je fais partie de la première génération qui a grandi en prenant conscience des enjeux environnementaux. Pour autant, aujourd'hui, je ne sais pas comment y faire face concrètement. On m'explique qu'il faut acheter des véhicules électriques parce que ça pollue moins. En fait, on m'explique après la production des véhicules thermiques pollue plus. On me dit qu'il faudrait que je mange une nourriture à base de plantes, que j'arrête de prendre l'avion. J'ai pas envie de m'arrêter de vivre pour autant. Pourquoi, justement, l'énergie, c'est si compliqué ?
Non, d'abord, l'énergie, c'est un bien essentiel. Il faut comprendre que vous en avez besoin pour vivre tous les matins. C'est ça qui rend l'affaire compliquée. Et puis, deuxièmement, comme c'est un bien essentiel, vous ne voulez pas la payer cher. D'accord ? Et il ne faut pas confondre. Vous n'êtes pas cette génération pense qu'elle est la première à s'occuper d'écologie. Vous savez, mon premier job, moi, il était dans l'environnement. Donc, vous savez, l'écologie, ça remonte. On est ouais. bah oui, j'ai commencé J'ai comme. la sensation d'avoir été dans la première génération à avoir des publicités, à avoir un peu des campagnes, en tout cas d'en prendre conscience. Non, ça remonte plus loin. Vous savez, Brice Lalonde et d'autres, il y en avait d'autres des pionniers. Mais quand on est jeune, c'est normal. On pense tous quand on est jeune qu'on est tout en train d'inventer. C'est la beauté de la jeunesse. Puis après, on apprend. Non, après, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que la conscience du sujet climatique. Vous avez un sujet environnemental très complexe qui est le climat, qui suppose une transition énergétique qui fait qu'on doit maintenant rentrer dans le concret. Et la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on vit avec un système énergétique, là, la lumière qui est là, tout ça, on le fait avec des énergies dites fossiles, qui font du CO2, et il faut qu'on arrive à en sortir. Or, en fait, pendant des siècles, quand on dit qu'on va revenir au vent, mais vous savez, les moulins à vent, Don Quichotte, il les connaissait. En fait, pourquoi on a le vent, l'éolien, c'est pas l'énergie la plus dense, c'est pas l'énergie la plus efficace. En fait, l'humanité a passé son temps à chercher au fil des décennies des énergies les plus efficaces possibles. Avec le pétrole, on a trouvé quelque chose d'extrêmement concentré, très efficace, très facile à transporter. Et maintenant, il faut qu'on s'en éloigne. Et c'est ça la difficulté. Alors effectivement, tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a un mouvement important dans nos sociétés occidentales, de la part des jeunes, qui disent, quelque part, attention, parce que si on ne prend pas des décisions maintenant, c'est la planète qui est en danger, parce que les scientifiques, donc ce mouvement qui est vrai scientifiquement, la difficulté pour nous, c'est comment on passe de la science, en l'occurrence, moi qui suis scientifique, à l'action, comme vous venez de dire, parce qu'il faut convaincre chacun d'entre nous de faire des changements. Et notamment, une difficulté, c'est qu'il faut accepter d'avoir une autre énergie différente et donc qui sera un peu plus chère. Et ça c'est là quand c'est compliqué. Mais je lisais justement là, les dernières sources de l'Agence internationale qui datent de 2017, qu'en fait la France représente moins d'1% d'émissions de CO2 dans le monde. Et j'ai l'impression pour autant que les Français sont quand même vachement touchés par la taxe carbone, la taxe automobile aujourd'hui, le malus automobile, alors que peu importe tous les changements que les Français feront, ça aura un impact de moins d'1%. Ça aura un impact très faible. Mais ça, c'est vrai. D'ailleurs, on pourrait démontrer que l'argent qu'on consacre à France, les Français pourraient mieux le faire dépenser en Inde ou en Chine, où il y a beaucoup plus de gens, qui seraient plus efficaces pour le climat. La vérité, c'est quand même que quelque part, nos sociétés, d'abord, je pense que les sociétés occidentales, sociétés développées, sont plus conscientes de ces problèmes. Vous savez, quand vous êtes dans un pays en Afrique ou en Malaisie ou en Asie, votre problème d'abord, c'est de tirer les gens de la pauvreté, de l'éducation, la santé. Tout ça, nous, on l'a. On a l'éducation, la santé. Donc je pense qu'on s'intéresse à ces dimensions-là parce qu'on cherche le bien-être à d'autres dimensions que simplement des besoins fondamentaux. Donc on peut s'y intéresser. Une fois que j'ai dit ça, en même temps, pourquoi ils n'aiment pas la taxe carbone, tout ça ? Et c'est vrai, vous l'avez dit, la France est un pays très décarboné, en avance, parce qu'on avait fait le choix de nucléaire. Donc on aurait pu parfaitement dire, bon écoutez, on est dans le top 5, donc que les autres nous rattrapent. Bon, il se trouve qu'on a aussi quelque part fondé notre croissance historique en Europe sur ces énergies fossiles, donc il y a une espèce de dette envers le reste du monde. Mais ce qui ne serait pas bon, ce qui ne marchera pas pour le climat, qui est un phénomène global, c'est faire que des efforts chez nous, et donc demander aux Français, aux agriculteurs, etc., si on n'arrive pas à embarquer le reste du monde, pour le climat, ça n'aura pas un impact. Peut-être que ça satisfera notre propre conscience écologique, mais ça n'aura pas d'impact. Et c'est tout le débat qu'on a aujourd'hui. Le débat qu'il y a dans notre société, c'est que comme les gens se rendent compte qu'en ce moment, cette transition, elle ne va pas se faire toute seule et qu'elle est compliquée et qu'elle a des coûts, ça commence un peu à rechigner les tracteurs agricoles, etc., parce que on commence à impacter le pouvoir d'achat des gens. C'est ça qui est difficile. Et c'est là que l'innovation doit intervenir, puisque c'est pour ça qu'on se retrouve ici, parce qu'en fait, il faut être positif. Et moi, ce que je crois qu'aujourd'hui, qui n'est pas vrai, on n'a pas toutes les solutions pour régler le problème du climat. D'ailleurs, si je regarde ces startups, c'est parce que je crois beaucoup au génie humain, au fait qu'on va encore inventer. Le sujet est immense. Le monde de l'énergie, il a un atout majeur, c'est qu'en fait, on a plein d'ingénieurs, on y investit des milliards, donc on va trouver des solutions, mais on n'a pas toutes les solutions. Et la vraie difficulté du débat, c'est que les scientifiques nous disent c'est urgent, les jeunes nous disent bon, agissez, et en même temps, les solutions, elles ne sont pas toutes là nécessairement, ou elles ont un coût, donc il faut continuer à innover. Et moi, j'ai l'impression que si on me demande d'agir, ça sera un coup d'épée dans l'eau, et de l'autre côté, j'entends oui, mais chaque petit geste fait un grand geste. Et voilà, c'est ça qui est très compliqué. Chaque petit geste fait un petit geste. À la fin, non, parce que c'est un problème culturel. Là. C'est compliqué de changer une culture.
comme dans une entreprise, vous savez, et c'est pas par le grand soir, parce que la vraie difficulté, c'est qu'on fera pas le grand soir. On va pas vous convaincre tous, là, les gens disant demain, vous mangez plus de viande, ça marchera pas. Surtout quand on a le sentiment, et ça c'est ce qui marche pas aujourd'hui pour moi dans la dialectique, c'est une dialectique, comment dire, réglementaire d'interdiction. Je ne crois pas qu'on entraînera les gens dans une entreprise. Moi, quand je suis CEO, les gens, si je leur donne que des ordres négatifs, ça ne fonctionne pas. Ça marche parce que quelque part, on a dit Total devient Total Énergie. Et Total Énergie va faire des renouvelables, de l'électricité, il va aller au-delà des fossiles. Ça a entraîné tous mes collègues. Et je pense que dans le discours écologique, il ne faut pas faire de l'écologie punitive. Il faut trouver un moyen de convaincre les Français que s'ils font l'effort de changer leur chauffage pour passer à un chauffage plus vert, eh bien, ils vont y gagner quelque chose, des économies sur leurs factures, etc. Il faut trouver un moyen d'être entraînant et positif. Okay. Parce qu'on ne fera pas ça. Et ça, c'est une vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on donne le sentiment aujourd'hui que c'est des contraintes. Et donc, vous n'acceptez pas, parce qu'on tient tous à notre liberté. Dans nos démocraties, on est libre. Si tout d'un coup, nos démocraties deviennent des choses où on n'a plus le droit d'aller à gauche et à droite, on n'est pas content. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut rendre un discours politique positif pour entraîner les gens. Les gens, pour changer une culture, c'est comme ça qu'on le fait. Avec des innovations, avec des exemples. Il faut des exemples qui fonctionnent. Et quand on met des exemples qui fonctionnent, les gens sont prêts à les mettre en œuvre à nouveau. Je rêvais de vous poser cette question. Il se passe quoi? Parce que je n'ai pas la réponse, et vous l'avez dit, l'énergie, ça demande aussi d'être scientifique, d'avoir ces réflexions-là. Là, demain matin, vous coupez toutes les énergies fossiles. Ah bon, on est mal. Hein. Il se passe quoi? Non mais vraiment, demain matin, je me réveille, il n'y a plus aucune énergie fossile, il ne se passe pas concrètement. C'est 80% de l'énergie mondiale, donc il n'y a plus d'énergie. La planète ne tourne pas. Il n'y a pas Internet? Non, non, avec les 20% autres, on aura du mal parce qu'ils sont intermittents. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les énergies renouvelables, elles sont sympas, mais elles sont intermittentes. Et pour faire fonctionner l'électricité, parce que vous en voulez tout le temps, pour Internet, c'est un bon exemple, il faut que je combine des énergies renouvelables avec des centrales à gaz ou avec une autre technologie qui est fossile. Non, sans fossile, on ne sait pas faire tourner la planète, il faut être très clair. Et le 80% que je viens de vous citer, c'était la même chose il y a 25 ans. Alors, vous pouvez me dire quand je suis rentré dans l'énergie, vous pouvez dire qu'est-ce qu'on a fait pendant 25 ans ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est que la population a cru. Les besoins en énergie augmentent, Internet, les data centers. Vous savez, toute l'intelligence artificielle, ChatGPT, ça consomme de plus en plus de consommation. On va ajouter à peu près l'équivalent de 10 millions de barils par jour de consommation de pétrole, 10% de plus. Eh bien, toute cette croissance de demande, ce qu'on construit aujourd'hui en énergie renouvelable ne suffit pas à la couvrir. C'est pour ça qu'on a toujours besoin des fossiles. Donc pour l'instant, on n'est pas prêt. Et en fait, c'est le vrai débat. Dans le débat compliqué qu'on a tous entre nous, c'est qu'on dit qu'il faut arrêter les fossiles parce que ça fait du CO2, mais vous n'êtes pas prêt à les arrêter quand on n'aura pas construit de nouveau système énergétique. Et le vrai effort qu'on doit faire, tant qu'on n'aura pas reconstruit un système décarboné, donc faire des efforts très importants dans construire des énergies renouvelables, utiliser l'innovation, celle que j'ai vue, etc., mais par dizaines, eh bien, on ne peut pas se passer aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas prêt à vous passer d'Internet tous les matins. J'en suis certain, tous les gens qui vous écoutent là. Beaucoup d'entrepreneurs sont CEO de leur boîte, mais beaucoup de CEO ne sont pas entrepreneurs. C'est quoi un bon CEO? Oula, c'est compliqué. D'abord, il y a deux catégories qui sont très différentes. Il y a des gens comme moi qui sont rentrés comme ça dans des entreprises, qui deviennent leur patron. C'est un parcours. Moi, je n'ai pas été entrepreneur, en quelque part. À la fin, je peux avoir une âme d'entrepreneur. À la tête de l'entreprise, je fais faire des mouvements stratégiques importants. On construit un nouveau métier d'électricité dans chez Total Énergie. Je me sens très entrepreneur. Mais ce n'est pas la même chose que le jeune, enfin, ou la personne, jeune ou moins jeune, d'ailleurs, qui décide, je vais créer ma boîte. Parce que là, c'est toute sa vie qu'il y met. Il se trouve que je n'ai pas fait ce choix parce que sur temps de ligue, je suis rentré dans l'État, puis après, j'ai eu la chance de rentrer dans des grandes entreprises. Enfin, j'ai eu un parcours différent. On voit de plus en plus de jeunes rentrer comme entrepreneurs. C'est des prises de risques importantes. C'est pour ça que d'ailleurs, ça m'intéresse à travers ce qu'on fait ici de les accompagner. Je trouve ça sympa. D'abord, mais il faut bien voir que ce n'est pas le même état d'esprit. D'ailleurs, je le vois, on a été amené au cours des dernières années à recruter des entrepreneurs chez Total Énergie pour construire l'électricité et les renouvelables. En rachetant des boîtes? En rachetant des boîtes, des gens qui avaient construit. Par exemple, le patron de Direct Énergie, Xavier Caïtucoli. Et en fait, ce qui s'est passé, je l'ai bien vu, ils viennent tous pour me dire, bon, on rentre chez Total Énergie, on y croit, puis maintenant, je ne me fais plus avoir, entre guillemets. Je leur dis, oui, mais vous allez voir, c'est pas pareil. Et en fait, ce qui m'arrange, c'est pas le fait que chez Total Énergie, il y a des procédures, tout ça, c'est pas ça. C'est qu'en fait, eux, ils sont entrepreneurs, ils y ont mis leur, je dirais, c'est leur, ils sont en charge de leur destin. Quand on rentre dans une grande entreprise, il y a des tas de gens. Alors moi, à la tête, je suis un peu en charge du destin de l'entreprise, mais vous avez des tas de gens qui vont dire, va à droite, va à gauche. Quand on est entrepreneur, on prend son destin et on avance. Et ça, je pense que c'est un état d'esprit différent. Je suis assez content d'ailleurs. Station F, pour moi, c'est une image du changement de notre pays.
Parce qu'il y a plein ici là, de jeunes qui ont envie d'être entrepreneurs. Ce qui est une vraie on se plaint souvent qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle génération. Je vois mes enfants qui sont dans des écoles d'ingénieurs. Maintenant, certains d'entre eux me disent non, mais moi, j'ai pas du tout envie d'aller dans une grande boutique. Je veux aller dans une petite boîte, plus mobile, plus agile, plus entrepreneur. Bon, après, avec l'âge, on devient raisonnable, on a des enfants, des familles, et puis finalement, on se rend compte qu'il faut s'établir un peu. Non, mais je trouve que c'est bien. Ok. C'est une évolution très favorable de ce que. Donc être entrepreneur, ça peut faire un bon CEO. Bien sûr, oui, parce que on apprend la prise de risque. Okay. On apprend la prise de risque, on s'assume. Après, est-ce que ça va faire le bon CEO d'une grosse boîte? Ça, c'est pas nécessairement la même chose. Mais il y a des étapes. Je veux dire, ça n'a rien à voir que gérer une grande entreprise, c'est des process, enfin, c'est comprendre la taille. On n'est pas dans le même monde, en fait, je dirais. Mais donc, je ne suis pas certain que prendre un CEO d'une boîte moyenne pour le mettre à la tête d'une grande entreprise, ça fonctionne du jour au lendemain. Parce qu'en fait, on apprend dans une grande entreprise, il faut aussi comprendre la culture, les processus, etc. Donc, c'est un apprentissage. C'est pas pour rien, comme je dis souvent, c'est pas pour rien que le CEO d'une grande boîte, il n'a pas 30 ans, 38 ans. Il a souvent plutôt 50 ans, moi j'ai eu la chance d'être nommé, ce qui est assez jeune d'ailleurs, ce qui est même jeune. En général, vous allez trouver des patrons de boîtes plus petites, mais parce que c'est une question de taille et de capacité aussi à gérer les dimensions financières, etc. Donc il y a divers types de CEO, mais c'est bien d'avoir beaucoup d'entrepreneurs en France et d'en avoir de plus en plus. Il faut encourager les jeunes à aller vers ça. J'avais lu que Warren Buffett, en détenant des actions Apple, touchait 880 millions par an contre Tim Cook qui bosse tous les jours et qui touche 49 millions. Aux US, plus de 50% de la population investit. En France, c'est un peu plus de 20%, même si c'est en croissance. Pourquoi est-ce que les Français n'investissent pas plus? Parce qu'on n'a pas de fonds de pension. Je suis très provocant là. Aux États-Unis, la force du capitalisme américain, c'est que vous n'avez pas de système de retraite par répartition, etc. Là, les Français se sont battus. Si vous voulez un jour avoir une retraite, il faut investir votre épargne dans des fonds de pension. Ça, c'est la force du capitalisme américain. Et effectivement, parce qu'après, vous investissez, puis vous avez des dividendes. Et vos dividendes, effectivement, à un moment, peuvent vous rapporter plus que votre propre travail de salarié. Bon, donc je pense que c'est quelque chose qui est très fort aujourd'hui dans notre pays. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver, ça c'est un vrai sujet, même pour une entreprise comme la nôtre, parce que moi j'aimerais bien avoir de plus en plus d'actionnaires individuels français, parce qu'on aime bien les actionnaires individuels. La vraie, c'est stable. Exxon, ils ont 35% d'actionnaires individuels aux États-Unis. Une boîte qui vaut 400 milliards. Moi, j'en ai 15%. La différence, pourquoi on les aime bien? Parce qu'en général, ils ne revendent pas leurs actions. Ils sont contents, ils sont chez vous, puis ils prennent les dividendes, et puis donc c'est stable. Donc c'est des anti-raiders, etc. Mais là, il y a vraiment une question de culture, et je pense que c'est flécher l'épargne, en fait. Okay. Les Français adorent l'assurance vie en euros. Avec l'assurance vie en euros, vous ne prenez pas des risques. Et ça, c'est un vrai sujet dont on discute assez souvent à l'époque. Comment faire prendre plus de risques? Mais ça, c'est très lié au modèle social. Donc, aujourd'hui, que je lui dis encore une fois, est-ce que les mots que je viens de prononcer, fonds de pension, je pense que si j'étais dans le milieu des manifs sur les retraites il y a un an, je ne pense pas que on m'aurait laissé dire fonds de pension. Mais pourtant, la vérité, c'est que c'est comme ça qu'on peut aussi donner les capitaux à toutes ces petites boîtes pour arriver à les faire décoller. Et comment on fait à concilier du coup la satisfaction des actionnaires tout en répondant dans votre business à l'urgence climatique? C'est compatible? On peut... On fait faire ce qu'on fait, ça fait Total Énergie, c'est-à-dire qu'il faut à la fois que je continue à produire l'énergie dont vous avez besoin tous les jours aujourd'hui, donc je fais encore du pétrole et du gaz, mais j'investis aussi fortement beaucoup d'argent dans les énergies renouvelables, dans toutes ces énergies décarbonées. Donc en fait, nous on essaie de faire en même temps les deux, en fait on a deux piliers. Et nos actionnaires, ils nous laissent faire d'ailleurs les choses nouvelles qui sont moins rentables aujourd'hui, parce que c'est moins rentable, bien évidemment, c'est nouveau, il faut qu'on construise notre système, mais parce qu'aussi on est bon dans les premières choses. Ce que je ne saurais pas faire, pour être clair, c'est faire de la transition, de l'énergie décarbonée, investir dans l'urgence climatique, la transition énergétique, si je ne continuais pas à gagner de l'argent par les énergies fossiles. L'un finance l'autre profondément. Et je veux dire, à la fin, être chef d'entreprise, c'est pas très compliqué. C'est combien je gagne et où c'est que je remets l'argent. Après, vous avez des choix. Le choix profond qu'on a fait chez Total Énergie, c'est d'aller investir maintenant un tiers dans des énergies nouvelles, décarbonées. Mais bon, ça, ils vont le faire admettre à nos actionnaires. Donc, quand ils investissent chez Total Énergie, ils savent que la boîte va faire ça avec leur argent. On m'a souvent dit qu'on apprenait plus de ses erreurs, évidemment, que de ses réussites. J'ai écouté beaucoup de vos interviews. Vous avez réussi beaucoup de choses. Mais si vous pouviez nous partager vos plus gros échecs de votre carrière, ça serait quoi? C'est d'avoir fait un tweet sur mon salaire. C'était une ânerie. Du coup, je suis devenu célèbre. Peut-être que j'avais voulu envie, mais c'était une bêtise. Pourquoi? Parce que ça a choqué les gens. Parce qu'en France, parler d'argent, c'est compliqué. Même si mon tweet était vrai, c'est compliqué. Voilà. Donc c'était une bêtise. Okay. Bon, en même temps... Vous avez appris quoi? J'ai appris que voilà, il faut des fois il faut faire attention à son instinct parfois, mais que parfois on peut avoir raison, mais tort, on peut avoir raison intellectuellement, mais tort collectivement, médiatiquement, mais parce qu'en fait, la vérité c'est qu'avec ce tweet, j'étais rentré dans un monde politique qui n'était plus mon mode de patron d'entreprise.
même si je l'avais fait pour défendre l'entreprise. Quand on parle d'innovation, on parle avant tout d'idées. Comment est-ce qu'on transforme une idée en projet? Ça, c'est complexe. D'abord, il faut être prêt à dire que toutes les idées ne sont pas bonnes, donc il faut accepter l'échec. Il ne faut pas partir de l'idée, ça c'est compliqué ce que je viens de dire. Si vous pensez que votre idée est géniale et que vous vous accrochez, il faut accepter une forme d'échec, il faut accepter d'écouter les autres, il faut regarder la réalité en face. La vérité, c'est que pour progresser, il faut être honnête avec soi-même. Donc quand on a une idée qu'on pense bonne, il faut quand même la tester, la valider, arriver à rentrer dans des accélérateurs comme Total Energy, puis après peut-être qu'on arrivera pour aider à trouver les conditions du projet. Mais il faut aussi être honnête pour voir si oui ou non l'idée va donner un projet. Et puis après, il faut s'accrocher, quoi. Voilà. Vous avez 4 enfants. Si on imagine 2 secondes, ça fait beaucoup d'enfants. Mais que tous les abonnés qui nous regardent sont vos enfants. En 30 secondes, vous leur dites quoi pour les préparer au monde de demain? Oh là, il faut qu'ils soient optimistes. Il ne faut pas tomber dans le pessimisme collectif. Il ne faut pas avoir peur du climat. Il faut être optimiste, il faut entreprendre, il faut le courageux. Mais il faut surtout s'amuser. Ils ont la chance d'être dans un pays extraordinaire. Moi, c'est ce que je passe en passant mon temps à voyager dans le monde. En France, on aime bien se plaindre de nous-mêmes, etc. Mais tous les étrangers qui viennent ici, ils voient un pays extraordinaire. Donc, ils ont la chance d'être des enfants de la France, et ça, c'est bien. Et donc, il faut qu'ils soient engagés, innovants et prendre leur destin en main. Voilà ce que je dis aux jeunes. L'avenir est devant eux. Merci infiniment d'avoir passé 20 minutes avec nous. Merci à vous. Super. Merci.